Imaginez un instant, votre cerveau contient plus de connexions neuronales que d'étoiles dans la Voie lactée. Chaque seconde, des milliards d'informations sont traitées sans que vous n'en ayez conscience. Mais voici la question qui va changer votre perception. Et si tout ce que vous croyez savoir sur vous-même n'était qu'une illusion créée par votre cerveau? Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler des découvertes scientifiques qui vont littéralement bouleverser votre compréhension de la réalité et de vous-même. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait transformer votre façon de penser, de décider et même de vivre votre quotidien. Le cerveau humain est sans doute l'organe le plus complexe et mystérieux de l'univers connu. Pesant environ 1,5 kg, cette masse de tissu nous consomme 20% de l'énergie totale de notre corps, alors qu'elle ne représente que 2% de notre masse corporelle. Cette disproportion énergétique témoigne de l'importance cruciale de cet organe extraordinaire. Mais ce n'est que le début de l'histoire fascinante que nous allons explorer ensemble. Commençons par une révélation troublante. Vous n'êtes pas aux commandes autant que vous le pensez. Des études menées par le neurobiologiste Benjamin Libet dans les années 80 ont démontré quelque chose de stupéfiant. Lorsque vous décidez de lever votre main, votre cerveau commence à préparer ce mouvement plusieurs centaines de millisecondes avant que vous n'ayez conscience de prendre cette décision. Autrement dit, votre cerveau décide avant que vous ne le sachiez consciemment. Cette découverte soulève des questions philosophiques profondes sur le libre arbitre et la nature de la conscience. Sommes-nous vraiment les maîtres de nos choix, ou sommes-nous les spectateurs d'un processus automatique que notre conscience rationalise après coup? Plongeons maintenant dans l'architecture même de cet organe prodigieux. Le cerveau est divisé en plusieurs régions distinctes, chacune ayant des fonctions spécialisées, mais toutes interconnectées de manière extraordinairement complexe. Le cortex préfrontal, situé juste derrière votre front, est le siège de la pensée rationnelle, de la planification et du contrôle des impulsions. C'est cette région qui vous permet de résister à manger ce gâteau au chocolat quand vous êtes au régime, ou de vous retenir de dire ce que vous pensez vraiment à votre patron. Mais voici le détail fascinant. Cette région du cerveau n'atteint sa pleine maturité que vers l'âge de 25 ans. Cela explique pourquoi les adolescents et les jeunes adultes ont tendance à prendre plus de risques et à agir de manière plus impulsive. Leur cerveau n'a tout simplement pas encore tous les outils nécessaires pour évaluer pleinement les conséquences de leurs actions. L'hippocampe, une structure en forme de cheval de mer nichée profondément dans le cerveau, joue un rôle crucial dans la formation de nouveaux souvenirs. Sans hippocampe fonctionnel, vous vivriez dans un éternel présent, incapable de former de nouveaux souvenirs à long terme. Le cas célèbre de Henri Molaison, connu dans la littérature médicale sous le nom de patient HM, illustre parfaitement cette réalité. Après une opération chirurgicale qui a retiré une grande partie de son hippocampe pour traiter son épilepsie sévère, Henri a perdu la capacité de former de nouveaux souvenirs. Il pouvait se souvenir de son enfance, mais chaque jour était nouveau pour lui, et il ne reconnaissait pas les médecins qu'il voyait quotidiennement depuis des années. Mais parlons de quelque chose d'encore plus fascinant, la neuroplasticité. Pendant longtemps, les scientifiques croyaient que le cerveau adulte était figé, que les neurones ne se régénéraient pas et que les connexions neuronales étaient permanentes. Cette croyance a été complètement bouleversée. Nous savons maintenant que le cerveau possède une capacité remarquable à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions neuronales et même à générer de nouveaux neurones dans certaines régions. Cette plasticité cérébrale est la raison pour laquelle vous pouvez apprendre de nouvelles compétences à tout âge, pourquoi les personnes victimes d'AVC peuvent récupérer certaines fonctions, et pourquoi chaque expérience que vous vivez modifie physiquement la structure de votre cerveau. Des études menées sur des chauffeurs de taxi londoniens ont révélé que leur hippocampe était significativement plus grand que celui de la population générale. Pourquoi? Parce qu'ils passent des années à mémoriser les 25 000 rues de Londres. Leur cerveau s'est littéralement adapté à cette demande cognitive intensive. De même, les musiciens professionnels montrent des différences structurelles dans les régions du cerveau responsables du contrôle moteur et de l'audition. Votre cerveau est un organe dynamique qui se sculpte constamment en fonction de ce que vous faites, pensez et apprenez. Explorons maintenant un aspect qui touche chacun d'entre nous quotidiennement, les émotions. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les émotions ne sont pas simplement des réactions irrationnelles qui interfèrent avec notre pensée logique. Elles sont en réalité essentielles à une prise de décision efficace. L'amygdale, une petite structure en forme d'amande située dans le système limbique, joue un rôle central dans le traitement des émotions, particulièrement la peur. Lorsque vous percevez une menace, l'amygdale déclenche une cascade de réactions qui prépare votre corps à fuir ou à combattre avant même que vous n'ayez conscience du danger. Le neuroscientifique Antonio Damasio a étudié des patients avec des lésions dans les régions du cerveau impliquées dans les émotions. Ces patients pouvaient raisonner logiquement et avaient une intelligence intacte, mais ils avaient d'énormes difficultés à prendre des décisions simples dans leur vie quotidienne. Sans l'apport émotionnel,
Même choisir entre deux marques de céréales devenait un exercice interminable de comparaison rationnelle sans fin. Cela démontre que les émotions ne sont pas l'ennemi de la raison, mais son complément indispensable. Elles nous fournissent des raccourcis mentaux basés sur nos expériences passées, nous permettant de naviguer efficacement dans un monde complexe. Parlons maintenant de quelque chose qui fascine et effraie à la fois, la mémoire. Nous aimons penser que nos souvenirs sont comme des enregistrements fidèles du passé, stockés quelque part dans notre cerveau et parfaitement préservés. La réalité. La psychologue Elisabeth Loftus a passé des décennies à étudier la malléabilité de la mémoire. Dans ses expériences célèbres, elle a réussi à implanter de faux souvenirs chez des participants, leur faisant croire qu'ils s'étaient perdus dans un centre commercial pendant leur enfance, alors que cet événement ne s'était jamais produit. Plus troublant encore, les participants ne se contentaient pas d'accepter passivement ce faux souvenir, ils l'enrichissaient de détails émotionnels et sensoriels, le rendant aussi vivant et convaincant que leurs vrais souvenirs. Cette plasticité de la mémoire a des implications beaucoup plus étranges et inquiétantes. Chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, vous ne lisez pas un fichier immuable, vous reconstruisez activement ce souvenir. Et dans ce processus de reconstruction, des erreurs, des distorsions et même de faux souvenirs peuvent s'introduire. N.S. profonde, notamment dans le système judiciaire où les témoignages oculaires sont souvent considérés comme des preuves solides. En réalité, les témoins oculaires peuvent être influencés par la formulation des questions, par des informations reçues après l'événement, ou même par leurs propres attentes et préjugés. Votre mémoire n'est pas un enregistreur passif, c'est un narrateur créatif qui réinterprète constamment votre passé. Abordons maintenant un sujet qui nous concerne tous dans notre monde moderne, l'attention et la multitâche. Nous vivons à une époque où nous sommes constamment bombardés d'informations et de stimuli. Beaucoup d'entre nous se tardent d'être capables de faire plusieurs choses à la fois, de jongler entre différentes tâches avec aisance. Mais voici la vérité inconfortable, le multitâche est un mythe neurologique. Votre cerveau ne peut pas réellement traiter deux tâches complexes simultanément. Ce que vous faites réellement, c'est basculer rapidement entre différentes tâches et chaque changement a un coût cognitif. Des études ont montré que lorsque vous passez d'une tâche à une autre, votre cerveau a besoin de temps pour se réorienter, un phénomène appelé coût de changement de tâche. Ces micro-pauses peuvent sembler négligeables, mais elles s'accumulent. Les recherches suggèrent que le multitâche peut réduire votre productivité de 40% et augmenter considérablement le nombre d'erreurs. De plus, l'utilisation constante de la technologie et la fragmentation de notre attention peuvent avoir des effets à long terme sur notre capacité à nous concentrer profondément et à penser de manière complexe. Le neuroscientifique Earl Miller du MIT affirme que notre cerveau n'a pas évolué pour traiter l'avalanche d'informations à laquelle nous sommes exposés quotidiennement. Lorsque nous vérifions constamment nos téléphones, nos emails et nos réseaux sociaux, nous créons un état de distraction chronique qui peut restructurer notre cerveau de manière défavorable. La bonne nouvelle, c'est que grâce à la neuroplasticité, nous pouvons également entraîner notre cerveau à mieux se concentrer en pratiquant régulièrement l'attention focalisée. Explorons maintenant le monde fascinant du sommeil et des rêves. Pendant longtemps, le sommeil était considéré comme un simple temps d'arrêt, une période d'inactivité nécessaire mais essentiellement passive. Nous savons maintenant que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Pendant que vous dormez, votre cerveau est extrêmement réactif, accomplissant des tâches cruciales pour votre santé cognitive et physique. L'une des fonctions les plus importantes du sommeil est la consolidation de la mémoire. Les expériences et les informations que vous avez acquises pendant la journée sont rejouées et renforcées pendant le sommeil, particulièrement pendant le sommeil paradoxal. C'est pourquoi une bonne nuit de sommeil après une séance d'apprentissage intensive améliore significativement votre rétention. Le sommeil ne se contente pas de consolider les souvenirs, il aide aussi votre cerveau à identifier les patterns et les connexions, favorisant ainsi la créativité et la résolution de problèmes. Des recherches récentes ont également révélé que pendant le sommeil, votre cerveau effectue un nettoyage métabolique crucial. Le système lymphatique, découvert relativement récemment, élimine les déchets toxiques qui s'accumulent dans votre cerveau pendant que vous êtes éveillé, y compris des protéines associées à la maladie d'Alzheimer. Ce processus de nettoyage est jusqu'à 10 fois plus actif pendant le sommeil que pendant l'éveil. Cela signifie que la privation chronique de sommeil n'est pas seulement fatigante, elle pourrait également contribuer à des maladies neurodégénératives à long terme. Quant au rêve, il reste l'un des mystères les plus intrigants de la neuroscience. Pourquoi rêvons-nous? Différentes théories ont été proposées. Certains chercheurs suggèrent que les rêves sont un moyen pour le cerveau de traiter les émotions et les expériences difficiles. D'autres pensent qu'ils résultent de l'activité aléatoire du cerveau que notre esprit conscient tente de donner un sens. Une théorie particulièrement intéressante suggère que les rêves servent de simulateurs de menaces,
permettant à notre cerveau de répéter des scénarios dangereux dans un environnement sûr. Parlons maintenant de quelque chose qui définit fondamentalement l'expérience humaine, la conscience. Qu'est-ce que la conscience exactement? Comment un ensemble de neurones et de synapses génère-t-il l'expérience subjective d'être vous, avec vos pensées, vos sensations et vos émotions? C'est ce que le philosophe David Chalmers a appelé le problème difficile de la conscience, et il reste l'un des plus grands mystères de la science. Nous pouvons identifier les corrélats neuronaux de la conscience, c'est-à-dire les régions du cerveau et les patterns d'activité associés aux états conscients. Nous pouvons même prédire avec une certaine précision quand quelqu'un est conscient en observant son activité cérébrale. Mais nous ne comprenons toujours pas comment cette activité électrochimique se transforme en expérience subjective. Pourquoi voir la couleur rouge ressemble-t-il à quelque chose? Pourquoi y a-t-il quelque chose que cela fait d'être vous? Matt et certains neuroscientifiques, comme Giulio Tononi, ont proposé des théories mathiques de la conscience, comme la théorie de l'information intégrée. Cette théorie suggère que la conscience émerge de la quantité d'informations intégrées qu'un système peut traiter. Plus un système est capable d'intégrer des informations de manière complexe, plus il est conscient. D'autres chercheurs, comme Michael Graziano, proposent que la conscience n'est pas tant une chose mystérieuse qu'un modèle que le cerveau crée pour suivre et prédire l'attention. Selon cette perspective, la conscience serait une illusion utile, une construction du cerveau pour gérer efficacement ses ressources limitées. Explorons maintenant le rôle fascinant des neurotransmetteurs, ces messagers chimiques qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Il existe des dizaines de neurotransmetteurs différents, chacun ayant des effets spécifiques sur votre humeur, votre motivation, votre plaisir et votre douleur. La dopamine, souvent appelée la molécule du plaisir, est cruciale pour la motivation et la récompense. Lorsque vous accomplissez quelque chose de gratifiant, votre cerveau libère de la dopamine, créant une sensation agréable qui vous encourage à répéter ce comportement. Mais voici quelque chose de contre-intuitif. La dopamine n'est pas vraiment la molécule du plaisir, c'est la molécule de l'anticipation du plaisir. Des études montrent que les niveaux de dopamine augmentent en anticipation d'une récompense, pas nécessairement pendant la récompense elle-même. C'est pourquoi l'anticipation d'un événement agréable peut parfois être plus excitante que l'événement lui-même. C'est également pourquoi les activités qui génèrent des récompenses imprévisibles, comme les jeux de hasard ou les réseaux sociaux, peuvent être si addictives. Elles maintiennent votre système dopaminergique dans un état d'anticipation constante. La sérotonine, un autre neurotransmetteur crucial, est impliquée dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. De faibles niveaux de sérotonine sont associés à la dépression, ce qui explique pourquoi de nombreux antidépresseurs fonctionnent en augmentant les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, est le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. Il calme l'activité neuronale et favorise la relaxation. Les médicaments anxiolytiques fonctionnent souvent en amplifiant les effets du GABA. Abordons maintenant un sujet crucial dans notre compréhension moderne du cerveau, le stress et son impact sur cet organe vital. Le stress n'est pas intrinsèquement mauvais. En fait, une certaine quantité de stress peut être bénéfique, vous maintenant alerte et motivé. Le problème survient avec le stress chronique, cette activation prolongée de la réponse au stress qui caractérise la vie moderne pour beaucoup d'entre nous. Lorsque vous êtes stressé, votre corps libère du cortisol, l'hormone du stress. À court terme, le cortisol vous aide à faire face à la menace en mobilisant l'énergie et en aiguisant votre attention. Mais lorsque les niveaux de cortisol restent élevés pendant des périodes prolongées, les effets peuvent être dévastateurs pour votre cerveau. Le stress chronique peut rétrécir l'hippocampe, affectant votre mémoire et votre capacité d'apprentissage. Il peut également affaiblir le cortex préfrontal, compromettant votre capacité à prendre des décisions rationnelles et à contrôler vos impulsions. Paradoxalement, le stress chronique renforce l'amygdale, la rendant plus réactive et vous rendant plus susceptible à l'anxiété et à la peur. La bonne nouvelle, c'est que ces changements ne sont pas nécessairement permanents. Des pratiques comme la méditation, l'exercice régulier et le maintien de connexions sociales solides peuvent aider à contrer les effets du stress chronique et même à inverser certains de ses dommages. La méditation de pleine conscience, en particulier, a été associée à des changements structurels positifs dans le cerveau, notamment une augmentation de la matière grise dans l'hippocampe et une diminution de l'activité de l'amygdale. Parlons maintenant de l'importance souvent sous-estimée de l'exercice physique pour la santé cérébrale. Nous pensons généralement à l'exercice comme bénéfique pour notre corps, mais ses effets sur le cerveau sont tout aussi remarquables. L'exercice régulier stimule la production d'une protéine appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF. Cette protéine agit comme un engrais pour les neurones,
favorisant leur croissance, leur survie et la formation de nouvelles connexions synaptiques. Des études ont montré que l'exercice aérobique régulier peut augmenter la taille de l'hippocampe, améliorer la mémoire et réduire le risque de déclin cognitif lié à l'âge. L'exercice augmente également le flux sanguin vers le cerveau, fournissant plus d'oxygène et de nutriments. Il stimule la libération d'endorphines, ces substances chimiques naturelles qui améliorent l'humeur. En fait, l'exercice régulier est aussi efficace que les antidépresseurs pour traiter la dépression légère à modérée chez certaines personnes. Explorons maintenant un aspect fascinant de la neuroscience moderne, les neurones miroirs. Découverts accidentellement par des chercheurs italiens dans les années 90, les neurones miroirs sont des cellules cérébrales qui s'activent à la fois lorsque vous effectuez une action et lorsque vous observez quelqu'un d'autre effectuer cette même action. Cette découverte a révolutionné notre compréhension de l'empathie, de l'apprentissage social et même du langage. Les neurones miroirs pourraient expliquer pourquoi vous grimacez involontairement lorsque vous voyez quelqu'un se faire mal, ou pourquoi vous bâillez lorsque vous voyez quelqu'un d'autre bâiller. Ils créent une sorte de simulation interne de l'expérience de l'autre personne, vous permettant de comprendre intuitivement ses actions et ses intentions. Cette capacité à simuler mentalement les expériences des autres est fondamentale pour l'empathie et la cognition sociale. Certains chercheurs ont proposé que des dysfonctionnements dans le système des neurones miroirs pourraient contribuer à des conditions comme l'autisme ou la compréhension sociale et l'empathie peuvent être affectées. Bien que cette hypothèse reste controversée et nécessite davantage de recherche, elle illustre comment de petites différences dans le câblage neuronal peuvent avoir des effets profonds sur notre expérience du monde social. Abordons maintenant la question de l'intelligence et de ce qui rend certaines personnes plus intelligentes que d'autres. L'intelligence est un concept complexe et multidimensionnel qui ne se réduit pas à un simple score de QI. Les neuroscientifiques ont identifié plusieurs facteurs qui contribuent aux différences d'intelligence entre individus. L'un des facteurs les plus importants semble être l'efficacité de la communication entre différentes régions du cerveau. Les personnes avec un QI plus élevé tendent à avoir une meilleure intégration entre différents réseaux neuronaux, leur permettant de traiter l'information plus efficacement. La vitesse de traitement de l'information est également importante. Curieusement, les cerveaux des personnes plus intelligentes utilisent parfois moins d'énergie lorsqu'ils résolvent des problèmes, suggérant qu'ils fonctionnent de manière plus efficace. Mais voici quelque chose d'important à comprendre. L'intelligence n'est pas fixe. Grâce à la neuroplasticité, vous pouvez améliorer vos capacités cognitives tout au long de votre vie. L'apprentissage de nouvelles compétences, particulièrement celles qui sont cognitivement exigeantes, peut renforcer votre cerveau. Apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument de musique ou maîtriser un nouveau domaine de connaissances crée de nouvelles connexions neuronales et peut améliorer vos fonctions cognitives globales. Parlons maintenant de quelque chose qui devient de plus en plus préoccupant dans notre monde hyperconnecté, l'addiction. Que ce soit aux drogues, à l'alcool, aux jeux ou même aux réseaux sociaux, l'addiction est fondamentalement un problème de cerveau. Elle implique des changements dans les circuits de récompense du cerveau qui rendent extrêmement difficile de résister à la substance ou au comportement addictif. Toutes les substances addictives, malgré leurs différences, ont un point commun. Elles inondent le système de récompense du cerveau de dopamine, créant une sensation de plaisir intense. Avec une utilisation répétée, le cerveau s'adapte en réduisant le nombre de récepteurs de dopamine, un processus appelé tolérance. Cela signifie qu'il faut de plus en plus de la substance pour obtenir le même effet. Simultanément, les activités normalement plaisantes deviennent moins gratifiantes, poussant la personne à rechercher de plus en plus la substance addictive. L'addiction modifie également le cortex préfrontal, affaiblissant le contrôle des impulsions et le jugement. C'est pourquoi les personnes souffrant d'addiction continuent à consommer malgré les conséquences négatives évidentes. Leur cerveau a été reprogrammé pour donner la priorité à la substance addictive au-dessus de tout le reste. Comprendre l'addiction comme une maladie du cerveau plutôt que comme un échec moral peut aider à réduire la stigmatisation et à encourager des approches thérapeutiques plus efficaces. Explorons maintenant le rôle crucial du langage dans le fonctionnement de notre cerveau. Le langage n'est pas seulement un moyen de communication, il façonne fondamentalement la façon dont nous pensons. L'hypothèse de Sapir-Whorf suggère que la langue que vous parlez influence votre perception et votre compréhension du monde. Bien que les versions fortes de cette hypothèse aient été largement réfutées, il existe des preuves que le langage a effectivement un impact sur la cognition. Par exemple, certaines langues ont des mots spécifiques pour des nuances de couleurs que d'autres langues regroupent sous un seul terme. Les locuteurs de ces langues peuvent distinguer ces nuances plus rapidement et plus précisément. De même, les langues diffèrent dans la façon dont elles encodent le temps et l'espace, et ces différences peuvent influencer subtilement la façon dont les locuteurs perçoivent ces concepts. Le bilinguisme présente des avantages cognitifs fascinants.
Les personnes qui parlent couramment 2 langues ou plus montrent généralement une meilleure fonction exécutive, c'est-à-dire la capacité de se concentrer, de basculer entre les tâches et de retenir l'information. Le fait de jongler constamment entre 2 systèmes linguistiques semble entraîner le cerveau de manière bénéfique. De plus, le bilinguisme peut offrir une protection contre le déclin cognitif lié à l'âge, retardant l'apparition de symptômes de démence de plusieurs années chez certaines personnes. Abordons maintenant un sujet qui touche de plus en plus de personnes: les troubles mentaux et leurs bases neurologiques. La dépression, l'anxiété, le trouble bipolaire, la schizophrénie, toutes ces conditions ont des fondements neurologiques. Ce ne sont pas simplement des états d'esprit que l'on peut surmonter par la volonté. Ce sont des conditions médicales réelles impliquant des déséquilibres chimiques et des différences structurelles dans le cerveau. La dépression, par exemple, implique souvent des niveaux réduits de sérotonine et de noradrénaline, ainsi que des changements dans l'hippocampe et le cortex préfrontal. Les scans cérébraux de personnes déprimées montrent souvent une activité réduite dans le cortex préfrontal et une activité accrue dans l'amygdale. La schizophrénie est associée à des anomalies dans la dopamine et à des différences structurelles dans plusieurs régions du cerveau. Comprendre les bases neurologiques des troubles mentaux est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, cela aide à réduire la stigmatisation. Lorsque nous comprenons que la dépression est aussi réelle et biologique qu'un diabète, nous sommes moins enclins à blâmer les personnes qui en souffrent. Deuxièmement, cela ouvre la voie de meilleurs traitements. En comprenant les mécanismes cérébraux sous-jacents, les chercheurs peuvent développer des interventions plus ciblées et efficaces. Parlons maintenant de quelque chose qui fascine l'humanité depuis des millénaires, la créativité. D'où viennent les idées créatives? Que se passe-t-il dans le cerveau lorsque vous avez un moment eureka? La recherche en neurosciences commence à dévoiler les mystères de la créativité. La créativité implique l'interaction entre plusieurs réseaux cérébraux. Le réseau du mode par défaut, actif lorsque votre esprit vagabonde, joue un rôle crucial en générant des associations spontanées et des nouvelles combinaisons d'idées. Le réseau exécutif, impliqué dans le contrôle cognitif, aide à évaluer et à raffiner ces idées. Les personnes très créatives semblent avoir une meilleure capacité à activer ces réseaux simultanément, ce qui est généralement difficile car ils tendent à se supprimer mutuellement. Les moments de perspicacité créative, ces moments AHA où une solution apparaît soudainement, sont associés à une activité accrue dans le cortex temporal antérieur droit. Juste avant ces moments, il y a souvent une brève période d'activité alpha accrue dans le cerveau, suggérant un état de relaxation détendue. C'est pourquoi tant d'idées créatives viennent sous la douche, pendant une promenade ou juste avant de s'endormir. Votre cerveau a besoin de temps de repos et de relâchement de l'attention focalisée pour permettre aux connexions créatives d'émerger. Explorons maintenant les frontières passionnantes de la neuroscience et de la technologie. Les interfaces cerveau-ordinateur sont en train de transformer de la science-fiction en réalité. Ces technologies permettent une communication directe entre le cerveau et des dispositifs externes. Des personnes paralysées peuvent maintenant contrôler des bras robotiques ou des curseurs d'ordinateur par la pensée seule. Des implants cochléaires permettent aux personnes sourdes d'entendre en convertissant le son en signaux électriques que le cerveau peut interpréter. Les chercheurs travaillent également sur des technologies qui pourraient améliorer les capacités cognitives normales. La stimulation transcrânienne, qui utilise de faibles courants électriques pour moduler l'activité cérébrale, a montré des promesses pour améliorer la mémoire, l'attention et l'apprentissage. Certaines études suggèrent qu'elle pourrait également aider à traiter la dépression et d'autres troubles mentaux. Mais ces avancées soulèvent également des questions éthiques profondes. Si nous pouvons améliorer nos capacités cognitives avec la technologie, devrions-nous le faire? Cela créerait-il de nouvelles inégalités entre ceux qui ont accès à ces technologies et ceux qui ne l'ont pas? Que arrive-t-il à l'identité personnelle si nos pensées et nos souvenirs peuvent être modifiés ou améliorés artificiellement? Ces questions deviendront de plus en plus pressantes à mesure que la technologie progressera. En conclusion de ce voyage fascinant à travers les mystères du cerveau humain, une chose est claire. Nous ne faisons que commencer à comprendre cet organe extraordinaire. Chaque découverte ouvre de nouvelles questions. Chaque réponse révèle de nouveaux mystères. Votre cerveau est l'objet le plus complexe de l'univers connu, capable de se comprendre lui-même, de créer de l'art sublime, de résoudre des problèmes impossibles et de ressentir l'amour, la joie, la tristesse et l'émerveillement. Ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est que votre cerveau n'est pas statique. Chaque expérience que vous vivez, chaque pensée que vous pensez, chaque compétence que vous apprenez modifie physiquement votre cerveau. Vous êtes littéralement en train de sculpter votre propre cerveau à chaque instant de votre vie. Cette réalisation vous donne un pouvoir extraordinaire sur votre propre développement et votre bien-être.